Ce samedi, au 10e forum de la dissidence du think tank Polemia, des experts ont décortiqué la pharaonique dette de l'État, s'élevant à plus de 3 000 milliards d'euros, dont 1 000 milliards de dettes sur le mandat, rien que sur celui de Macron. Pourquoi paye-t-on pour des agences qui font du lobby contre la France et combien ça nous coûte ? Combien de milliards nous coûte la guerre en Ukraine ? Pourquoi paye-t-on pour le remplacement de notre population ? À ces questions répondra Jean-Yves Le Gallou, président du think tank Polemia. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on va parler argent, dette de Macron, du Premier ministre. Mais avant ça, venez adhérer au club Géopolitique Profonde, le 18... Enfin, moi j'ai le 17e numéro, mais là à l'écran s'affiche le numéro 18, Général de Lavarde, qui encore ont écrit Gérard Chevrier, Laurent Ozon, Philippe Erlin, voilà, la crème de la crème. Vous cliquez sur le lien en description, 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur, la boutique est montée, elle est ouverte. Vous y allez, géopolitiqueprofonde.com. Alors aujourd'hui, je reçois pour parler du budget et de tout cet argent qui nous file entre les doigts. Je reçois Jean-Yves Le Gallou, grand spécialiste. Bonjour, cher Jean-Yves, comment ça va ? Très bien. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. On a trouvé 150 milliards. Très bien. Voilà. Vous êtes Barnier là en ce moment. Vous avez le rôle de Barnier. Oui, Barnier un peu plus rond quand même, un peu plus doux, voilà. Alors vous avez fait ce 10e forum de la dissidence, 3 000 milliards de dettes, ouvrons la chasse aux dépenses inutiles. Nuisibles. Nuisibles. Et parce que c'est, pour le coup, les dépenses, elles sont nuisibles, elles vont contre le peuple français. Absolument. Je vais vous prendre, quelle est la différence entre une dépense inutile et une dépense nuisible ? Il y a quelques années, la présidente de l'Institut national de l'audiovisuel avait dépensé des dizaines de milliers d'euros en taxi. C'était des dépenses inutiles, mais en elles-mêmes moins nuisibles que quand l'INA, qui bénéficie d'un budget de 500 millions d'euros, se sert des archives audiovisuelles pour monter des documentaires politiquement orientés, politiquement conformes, et qui se sert donc de ces 500 millions d'euros pour faire de la propagande. Là, c'est nuisible. Attendez. L'INA, celle qui met les extraits là, sur YouTube, a un budget de 500 millions d'euros ? Oui. Alors là, franchement, Oui. Alors, ils ont un budget de 500 millions d'euros. C'est utile, l'INA, pour garder les archives, éventuellement... Ça fait un peu cher pour garder les archives. Pour les mettre à disposition de ceux qui pourraient en avoir besoin, soit pour des raisons commerciales, soit pour des raisons tout simplement d'intérêt mémoriel. Mais ils se servent de tout ça, et c'est pour cela qu'ils entretiennent une armée de fonctionnaires culturels qui vont vous amener, en fonction de l'actualité, le document orienté à des fins de propagande. Alors, vous avez fait ce forum de la dissidence, à juste titre d'ailleurs, parce que là, on apprend qu'on va payer, je crois, 30 ou 35 milliards d'euros d'impôts en plus, alors que vous avez trouvé, en l'espace d'une après-midi, 150 milliards d'euros d'économies. Comment vous avez fait ? Alors d'abord, on a fait appel à de très bons experts. Philippe Erlin, qui est un économiste, vous le connaissez, expert
en mécanisme bureaucratique, on peut dire. L'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, qui connaît la manière dont on a pu dépenser, dont on peut dépenser l'argent en Afrique et en Algérie. Le préfet Auboin, qui connaît très bien les mécanismes de politique de la ville et de logement. Fabien Bouglet, qui a traité de la transition énergétique. Par parenthèse, c'est là que c'est le plus facile de trouver l'argent. Le plus facile, le plus rapide. Comment ? On y reviendra. Ah bah, si vous voulez, vous pouvez trouver facilement, vous pouvez trouver 25 ou 30 ou 40 milliards d'euros sur l'immigration. Mais au préalable, il faut changer la Constitution. Sinon, vous êtes bloqué, vous êtes paralysé, c'est dur. En matière de transition énergétique, c'est des lignes budgétaires inutiles, nuisibles. Les lignes budgétaires pour faire des éoliennes qui saccagent les paysages, c'est nuisible. Les lignes budgétaires pour créer des panneaux solaires qui vont artificialiser une partie des sols, c'est nuisible. Les lignes budgétaires pour aider à isoler les maisons ou les appartements, c'est nuisible aussi parce que ça crée un mécanisme bureaucratique et ça crée des effets d'aubaine. Donc quand vous cumulez l'ADEME qui est l'agence de propagande climatique, c'est 4 milliards d'euros uniquement à des fins de propagande et de communication. Voilà. Donc là, c'est facile. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a 4 millions qui sont utilisés pour dire, voilà, l'éolienne, c'est bien. 4 milliards. 4 milliards, oui, pardon. 4 milliards. Donc là, vous pouvez, je serais tenté de dire, d'un trait de plume. Il n'y a pas derrière... Alors derrière, il y a évidemment les lobbies éoliens, les lobbies écologistes, etc., qui crieraient très fort. Mais il n'y a pas de blocage constitutionnel. Contrairement à ce qui concerne tout ce qui concerne l'immigration, où pour le moment, ce sont les juges qui contrôlent les opérations, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État, et donc là, c'est plus compliqué. Voilà. Mais la transition énergétique, quand M. Bouglet nous a trouvé, Fabien Bouglet nous a trouvé un peu plus de 25 milliards, 27 milliards. 27 milliards d'économies. Oui, absolument. Alors, il y a les 4 milliards, et après, les 23, c'est quoi ? Alors les 23, il y a des panneaux solaires, il y a de l'éolien, il y a de l'aide à l'isolation thermique, et il y a les aides aux collectivités locales, aux collectivités territoriales pour mener des politiques entre guillemets vertueuses en matière d'isolement des bâtiments, de transport et j'en passe. Et ça sert à rien d'isoler Si, isoler, honnêtement, isoler c'est bien, sous la réserve que ça n'abîme pas les bâtiments, que ça n'enlaidisse pas les bâtiments, isoler c'est bien. Mais isoler c'est bien, mais normalement, si vous isolez, vous récupérez ensuite l'investissement en dépensant moins d'énergie. Ce qui est inutile, c'est de créer des aides qui retardent. D'ailleurs, voyez-vous, j'étais dans la copropriété là où j'habite. Il faut faire un diagnostic thermique, comme partout d'ailleurs. Et ça fait 2 ans que ça traîne. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent une subvention de la collectivité territoriale, de l'intercommunalité, qui est elle-même embouteillée, le service de conseil qui instruit les dossiers est lui-même embouteillé. Donc vous voyez, tout ça est une usine à gaz nuisible, ce qui ne veut pas dire que le fait d'améliorer le bilan thermique, le bilan énergétique des bâtiments soit mauvais. Non, mais le système bureaucratique qui est mis autour est mauvais. J'imagine que ce système bureaucratique coûte aussi des dizaines de milliards. Bien sûr. Les collectivités locales, si vous voulez, après, on peut regarder dans les dépenses nuisibles qu'on peut supprimer. Bon, j'ai cité les dépenses de transition énergétique. On pourrait parler plus longuement de l'immigration. Il y a aussi les dépenses bureaucratiques. Il y a en France 752 agences ou commissions.
c'est plus qu'aux États-Unis. Il y en a, je crois, aux États-Unis 416 ou 420, dont M. Elon Musk va s'occuper, je pense, dans d'excellentes conditions. Bon, en France, on a 756 agences ou commissions. Là aussi, toutes ne sont pas inutiles, bien sûr, mais il y a quand même là de la matière à faire des économies, d'autant plus que il y a le côté doubles emplois qui sont créés. C'est-à-dire que vous avez des administrations d'État, vous avez des collectivités territoriales et vous avez des agences. Et tout ça se donne du travail les uns aux autres. Quand on dit parfois les fonctionnaires ne font rien, c'est pas vrai. Le pire, c'est que très souvent, ils travaillent. Et quand ils travaillent, ils se donnent du travail les uns aux autres et ils créent des règlements qui créent ensuite des coûts en termes de liberté ou de développement économique pour les citoyens ou pour les agents économiques. Est-ce qu'on a une agence un peu emblématique comme ça pour que les gens puissent comprendre un peu ce que c'est ? Alors, dans les agences emblématiques, j'en ai cité une, l'ADEME. Alors, vous allez me dire, vous ne pouvez pas prendre les 4 milliards deux fois de suite. Il y a l'ADEME qui est tout à fait emblématique, mais il y a aussi les ARS, les agences régionales de santé, dont on a énormément parlé au moment de l'affaire du Covid, et qui ont... Alors ça, c'est une réforme qui remonte à la période Sarkozy, et qui ont contribué à complexifier le système de santé français, puisque vous avez le ministère de la Santé, puis vous avez les agences régionales de santé, puis vous avez les hôpitaux qui ont eux-mêmes leur propre administration. Et si on reste dans ce domaine, quand on compare avec l'Allemagne, c'est une idée qui commence d'ailleurs à se répandre. J'entendais en arrivant dans la voiture le président du MEDEF qui en parlait à juste titre. Quand vous comparez l'Allemagne sur les dépenses d'éducation et les dépenses de santé, il y a un écart entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne le personnel. Non pas le personnel enseignant qui est en face des élèves, ou le personnel soignant qui est en face des malades, des patients, mais le personnel administratif. Il y a un surencadrement administratif de l'éducation nationale et un surencadrement administratif des hôpitaux. Si on compare par rapport à l'Allemagne, c'est 16 milliards. Voilà. Alors là aussi, quand on dit 16 milliards, c'est pas seulement inutile, parce que ces personnels, ils donnent du travail aux gens, aux opérationnels. Ils donnent du travail aux profs, ils donnent du travail aux médecins, ils donnent du travail aux infirmières, sous forme de ce qu'on appelle le reporting, c'est-à-dire le temps qu'il faut passer à remplir des documents. Alors maintenant, c'est numérique, mais et d'ailleurs, si vous allez à l'hôpital, vous verrez très souvent une partie des soignants qui sont derrière l'ordinateur à faire du reporting. Tout n'est pas forcément inutile non plus. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Ah bah faites. Est-ce que on n'a pas mis tous ces gens dans l'administratif parce que si l'État n'embauchait pas 1 million, 1,5 million de fonctionnaires de plus, il n'y aurait pas 1,5 million ou 1,5 million de chômeurs en plus? Non, je crois pas. Je crois que c'est un développement naturel, souvent inspiré par des bonnes idées, des bonnes intentions, quoi. Voilà, contrôler ce qui se fait, rendre compte de ce qui se fait. Voilà. Quand vous pensez que l'éducation nationale, le personnel surnuméraire de l'administration d'éducation nationale, c'est celui qui va imposer tous les ans une nouvelle réforme pédagogique, pire que la précédente. C'est celui qui ne va pas soutenir les proviseurs, les gens de terrain quand ils ont un problème avec, par exemple, des élèves un peu excessifs, on va dire, ou des menaces en termes de ce qu'on appelle pudiquement laïcité. Voilà. Donc, c'est un développement naturel, je crois. Il y a aussi un coût qui est faramineux. Ce sont ceux aux associations. Ah! Alors ça, ce coup-là, vous savez que, tiens, j'ai une petite histoire à raconter. Il se trouve que j'ai fait un reportage à la colline du Crac,
tout seul, avec un représentant du collectif anti-crack, on n'était que 2, du coup. Eh oui, on l'a fait à 2, hein, t'as vu ? Avec une cagoule? Non, on l'a fait à 2, un reportage. On a vu ce qui s'y passait, parce que la colline du crack, c'est un endroit donné par l'État aux dealers, il faut le savoir, et aux associations. Et les associations qui sont payées par la mairie de Paris, eh bien, fournissent aux dealers et aux craqueux, comme on dit, ce qu'il faut pour se droguer. Je l'ai dit. On a évidemment porté plainte contre moi pour diffamation et j'ai gagné. Voilà, ça veut dire que c'est une réalité en fait. Bien sûr. Alors, je crois que le cœur de la difficulté, le pire, parce que j'ai parlé il y a 6 paquets de 25 milliards. Hein. Donc il y a les agences, il y a les doublons administratifs. Dans les doublons administratifs, j'aurais pu ajouter le millefeuille territorial pour arriver aux 25 milliards. Il y a l'immigration. Il y a l'énergie, la transition énergétique, et puis il y a les dépenses de propagande. Alors les dépenses de propagande, c'est les pires, c'est les plus importantes, puisque c'est celles qui permettent à toutes les autres de prospérer, c'est celles qui justifient toutes les autres. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les dépenses de propagande ? Il y a les dépenses des médias, et puis il y a les dépenses associatives. Alors les dépenses associatives, on va y aller en paquet. Hein. Il y a d'abord les syndicats. 4 milliards de subventions. Le rapport du Perruchot. Vous vous rappelez du député Perruchot ? Oui, absolument. 4 milliards. 4 milliards. Les associations immigrationnistes, 2 milliards. Les associations LGBTQXYZ, 1 milliard. Voilà. Je ne parle on aurait là, dû être LGBT. Hein. Je ne parle là. Ah oui, ça c'est sûr. On aurait pris du blé. On aurait pris du blé. Hein. Ah oui, ça serait mieux. Je ne parle là que des subventions de l'État. Bon, et toute cette armée, vous imaginez qu'une partie de cette armée fait le travail pour lequel elle est censée être payée, mais l'essentiel fait de la propagande. Je fais un coq à l'âne. La magistrature a passé 6 semaines sur l'affaire des assistants européens du Rassemblement national pour 4 millions d'euros. C'est-à-dire des gens qui étaient assistants de parlementaires, d'hommes politiques et qui faisaient de la politique. 4 millions d'euros. Mais on n'entend jamais parler des syndicalistes qui font de la propagande, des associations immigrationnistes payées par l'État pour rendre certains services qui font de la propagande, des associations LGBT qui font de la propagande. Et là, on n'est pas à 4 millions. Et même si on prend l'ensemble des crédits des partis politiques, c'est 80 millions. 80 millions, bon, mais c'est assez normal qu'ils fassent de la politique, en l'occurrence. Là, on a 7 milliards crédits d'État. Alors après, là, on donne ça à en grande masse. Il y a aussi beaucoup d'autres domaines où il y aurait à chercher, dans le culturel, même dans le sportif, parce que chaque subvention engendre sa dépense de communication et sa dépense de propagande. Donc il y a de la matière. Et puis, il y a le relais des collectivités territoriales. Alors là, normalement, les collectivités territoriales doivent publier en annexe la liste de leurs subventions. Mais pour accéder à la liste des subventions, il faut être électeur ou contribuable dans le ressort du territoire. C'est-à-dire, vous pouvez demander les chiffres d'une ville si vous habitez la ville. Et assez curieusement, alors tout est numérisé, ça n'est pas numérisé. Parce qu'évidemment, on ne peut pas assurer, parce que si c'était numérisé, vous aspirez les informations et vous pouvez retracer combien SOS Racisme reçoit de l'ensemble, non seulement de l'État, mais de l'État, ça doit être de l'ordre d'1 million. C'est pas absolument considérable, hein. Mais si vous cumulez avec toutes les collectivités territoriales, vous atteignez des sommes beaucoup plus importantes. Voilà. Mais ça n'est pas possible. Il y a quelques années, j'avais proposé, par l'intermédiaire d'un parlementaire,
et pas d'ailleurs plutôt politiquement convenable, on va dire, de mettre l'obligation pour les collectivités territoriales de mettre leurs documents comptables et leurs annexes sur Internet, à libre disposition. Il est évident que c'est le type d'amendement qui est bloqué. Parce qu'il faut garder l'omerta dans ce domaine. Un dernier chiffre pour la route, ou un dernier fait pour la route, j'ai assisté plus exactement, à une audience au Conseil d'État il y a une quinzaine de jours. Le Conseil d'État examinait le recours du Cercle Droit et Liberté de l'Institut Iliade contre la circulaire Darmanin, recours en termes de liberté publique. Nous avions estimé que, pour faire des économies, on n'a pas fait appel à un avocat au Conseil d'État. On a fait appel à un avocat, mais on n'a pas fait appel en plus à un avocat au Conseil d'État, parce que c'est assez coûteux. Eh bien, nous n'avions pas pu nous payer, nous avions choisi de ne pas nous payer l'avocat au Conseil d'État, le très cher avocat au Conseil d'État, mais je vous rassure, le polygame malien qui voulait faire venir des enfants à l'état civil incertain, lui avait un avocat au Conseil d'État, et le délinquant afghan avait aussi un avocat au Conseil d'État, payé par les associations, ou payé, dans d'autres cas, par l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle aux clandestins, c'est 230 millions d'euros. L'aide juridictionnelle, ce qui fait que quand un préfet refuse un titre de séjour ou dépose un OQTF, que celui-ci est contesté devant les tribunaux, le clandestin a un avocat, et le préfet n'a pas d'avocat, il n'a même souvent pas de représentant, parce que tout simplement, il n'a pas les moyens financiers. Donc l'État paye ceux qui contestent les décisions qu'il prend, alors que l'État n'a même pas les moyens de défendre devant les tribunaux les décisions qu'il prend. Voilà, c'est ça la situation. Est-ce que ce qu'a dit Mme Knafo, députée européenne, sur les subventions à l'Algérie, par exemple, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que oui. C'est vrai? Est-ce que c'est une fake news? Ce n'est pas absolument pas une fake news. Ça nous a d'ailleurs été confirmé par l'ambassadeur Driancourt, qui était au Forum de la dissidence de Polémia samedi dernier, et qui a fait 2 séjours en Algérie, comme ambassadeur. Il a passé 8 ans comme ambassadeur en Algérie, donc il connaît assez bien... Et c'est 800 millions. C'est 800 millions. Par an. Non, pas par an. C'est un cumul sur plusieurs années. Mais c'est incontestable. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les rapports avec l'Algérie, une des manières de contrôler l'immigration, c'est d'avoir des consulats dans les pays d'où partent les migrants. La France a 3 consulats, ambassadeurs de Yancourt qui l'a rappelé. La France a 3 consulats en Algérie. L'Algérie a 18 consulats en France. Et comme ça ne suffisait pas, l'Algérie a demandé 2 consulats supplémentaires que M. Darmanin a immédiatement accordés, sans demander en contrepartie 1 ou 2 consulats supplémentaires en Algérie pour avoir un peu plus d'informations sur les gens qui sollicitent le moyen de venir en France. Voilà. Alors, on a parlé d'immigration, on a parlé de culture, de propagande plutôt. La collectivité locale, je pense qu'il y a énormément d'argent à prendre. Est-ce qu'on sait quels sont les coûts de la réforme de M. Hollande sur les communautés d'agglos qui sont obligatoires et qui ramènent des soi-disant conseillers communautaires qui gagnent tous 2-3 000 balles avec la fonction publique derrière, etc. Alors, honnêtement, là, je ne me suis pas particulièrement penché sur ce sujet, mais je vais quand même vous donner 2 ou 3 éléments. D'abord, il y a une étude de contribuables associés que je n'ai pas
enfin que je n'ai pas étudié particulièrement, mais je pense que l'étude est sérieuse, qui chiffre, et ça me paraît faible en fait, qui chiffre le coût du millefeuille administratif, c'est-à-dire la superposition, à 7 milliards d'euros. Il faut savoir que le regroupement de communes, c'est un vieux rêve technocratique qui remonte aux années 1960. Et globalement, ça ne marchait pas, parce que les élus voulaient garder leur petit périmètre, c'était plutôt sympathique finalement. Et ça ne marchait pas, alors on a essayé de les appâter. Et donc on dit, ah ben écoutez, si vous vous regroupez, je parle là des communes, si vous vous regroupez, on va vous donner plus de subventions. Ça ne marchait pas tellement. Et alors, la personne qui a trouvé la solution, qui est souvent bien vue à droite, mais à mon avis, c'est par un manque d'information et de réflexion, c'est M. Chevènement. M. Chevènement, en 1997, il a trouvé la solution. Il a dit, pour que les élus se regroupent, il ne suffit pas d'aider par des subventions les collectivités territoriales, il faut aider les élus par des indemnités. Et alors, ça a marché. Parce que avant, les maires, les conseillers municipaux de communes petites ou moyennes, ils voulaient rester entre eux. Là, on leur a dit, bah, écoutez les gars, ils sont d'ailleurs le maire ou l'adjoint dans les petites communes sont très peu indemnisés. En revanche, s'ils siègent à l'intercommunalité, et bien là, ils commencent à... moi, je le vois chez moi. À cachonner. Et le regroupement des régions, eh ben, plus la région est grande, plus les indemnités sont élevées. Et pareil pour le conseil départemental. Et pareil pour le conseil départemental. Qui était le conseil général, où on a fait presque des circonscriptions où les mecs gagnent des sommes... Voilà, alors, les collectivités territoriales, ce qui coûte extrêmement cher, là aussi, c'est que tout le monde se donne du travail. Tout le monde, parce que vous avez, si vous regardez en Île-de-France, on ne s'y retrouve plus. Vous avez la commune, vous avez l'intercommunalité, vous avez le Grand Paris... on ne sait même pas où on est. Moi, j'habite Saint-Ouen et j'ai pleine commune avec Saint-Denis, la Fête de France. On a Grand Paris. Oui. Alors, le maire, il prend de l'argent à pleine commune, il prend 2005, à Grand Paris, 2005. Oui, mais à côté de ça, si vous voulez, quand il y a un projet, on va prendre de l'argent là, et donc, ça permet de financer des projets inutiles ou très coûteux. Et puis, il y a le coût bureaucratique, quoi. Il y a le coût bureaucratique, puisque au lieu d'être instruit par une personne, c'est instruit par plusieurs administrations. C'est fou, hein. C'est fou. Mais... Alors ça c'est fou, parce que, si vous voulez, dans les années 60, on avait 60-70, hein, on avait la commune, le département, l'État. Aujourd'hui, vous avez la commune, l'intercommunalité, parfois plusieurs types d'intercommunalité, le département, les grandes régions, l'État... et l'Union européenne. Alors tout ça est fou, quoi. Et il faut payer tous ces fonctionnaires qui travaillent. Qui travaillent, mais bon, le problème, pour rien. Ce n'est pas que les fonctionnaires ne travaillent pas, c'est qu'ils travaillent. Ils travaillent, mais pour rien. Bah, ils travaillent, ils se donnent du travail les uns aux autres, et ils créent de la norme, ils créent de la réglementation. Vous avez une autre chose sur les travaux des communes. Les travaux des communes, vous remarquerez que les travaux, ils durent de plus en plus longtemps. Les travaux. Quand vous voyez des travaux au bas de chez vous, ils durent de plus en plus longtemps. Pourquoi ? Parce que les normes sont de plus en plus compliquées. Et donc, ça avance moins vite. On va en parler, merci cher Jean-Yves, on va parler avec tous nos amis autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de liberté ? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas ? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans. Mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors, envie de tourner la page ? C'est juste sous la vidéo. Merci à vous d'être si nombreux, déjà plus de 3400
personnes en même temps. Adhérez au club du Géopolitique Profonde. Vous y retrouvez Philippe Erlin, Général de Lavarde, Thibaut Kerlerzin, Laurent Ozon et tellement d'autres. Vous cliquez sur le lien en description. 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Venez sur la boutique géopolitiqueprofonde.com. Cher Pascal, Pascal, on te présente plus expert sur la Russie, le tatar français. Tu as été élu justement à Montreuil. Tiens, parle-nous un peu de ton expérience, parce que j'imagine que tu as vu de la gabegie là. Oh là là. Alors, oui, alors je vais dire de toute façon ce que Jean-Yves Le Gallou a dit. Montreuil, communiste à l'époque, Brard et compagnie. Exactement. Je crois que tu travaillais avec l'huissier, là, les huissiers des RPR. J'étais le président du groupe d'opposition, donc j'ai bien vu ce qui se passait. Et comment il s'appelait déjà l'huissier ? Marc Gaulin. Ah voilà, Marc Gaulin. Voilà. Et donc, en plus, j'étais à la commission des finances, donc je voyais très bien où c'est le pognon. Et l'avantage que Jean-Pierre Brard avait, c'est qu'il était en même temps député et maire du même territoire. C'était un cas exceptionnel en France. Oui, c'était une circo. La ville était une circonscription électorale. Donc, une fois, il avait la casquette de maire, une fois, il avait. Alors, en plus, il était dans tout un tas d'organismes, à la Cour des comptes, pas la Cour des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations, c'est pas mal non plus, ça. Ah, ça, c'est pas mal. Oui, ça, je recommande, oui. Donc, j'en ai vu passer. Et alors, là, pendant la coupure, là, on a parlé un petit peu de ça. Je me souviens d'une année où on votait le budget, et alors il y avait bien entendu les subventions aux associations. Alors, associations sportives, tout ça, bon, ça peut encore se défendre. Mais il y avait des subventions aux syndicats. Et donc la CFDT, alors je lis des chiffres comme ça, mais juste pour avoir un ordre de grandeur, avait, c'est en francs, hein, puisque j'étais élu en 95, donc c'était en francs de 95-2001, il touchait à peu près 20 000 francs, et la CGT 3 millions. Et ça, c'était une subvention de la ville de Montreuil. Donc la CGT touchait déjà des subventions au titre du soutien aux syndicats de l'État. Sans parler éventuellement, comme c'était le Baluchon qui était président de la région Île-de-France, il y avait encore peut-être de ce côté-là un autre guichet qui versait. Donc bien sûr, il pouvait bien vivre. Hein, sans parler du détournement des comités d'entreprise et toutes les agences, ça aussi, des agences pour l'emploi, enfin, c'est pas de l'agence pour l'emploi, mais c'est des agences de formation. Parce que ça, je sais pas si vous avez abordé ce sujet-là. Non, alors vous avez tout à fait raison, c'est une main extraordinaire. Oui, absolument. Tous ces trucs de formation qui aident les gens soi-disant à trouver du boulot, c'est surtout pour qu'eux, ils en aient. Et qui sont financés par la région, par la commune. Alors bien sûr, toujours, comme tu le disais, il y a la propagande, c'est « Oh, mais vous n'avez pas coupé les soutiens pour les gens qui n'ont pas de travail ». Ben, bien sûr, mais ce sont en vérité des agences, enfin des cabinets d'expertise, de machin, de chouette, qui eux se gavent. Et il y a aussi quelque chose qui est assez important, c'est que lorsqu'il y a des subventions, Jean-Yves Le Gallou parlait de l'ADEME, quand l'ADEME donne une subvention pour un chantier, automatiquement le devis double. Parce que, c'est comme pour les aides personnalisées au logement, moi je connais, y compris dans mon immeuble, des propriétaires qui louent uniquement des gens qui touchent l'APL. Parce que comme ça, ils sont sûrs d'être payés. Et ils sont sûrs de faire un loyer supplémentaire. L'APL, c'est 17 milliards par an. Voilà. Je précise. Hein. Donc, alors, il ne s'agit pas de supprimer, comme le disait Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure. Il y a des gens qui ont réellement besoin de cet argent. Mais il faut faire un petit peu de nettoyage, quand même, un audit. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose, tu sais que c'est une de mes marottes, le millefeuille administratif. Bon, pourquoi on a, dans chaque département, une préfecture et 2 sous-préfectures? C'est parce qu'il fallait que chaque citoyen ne soit pas éloigné de plus d'un jour à cheval des services de l'État. Et ça, c'était au temps de Napoléon. Bon, il me semble bien qu'on est en 2024. Hein. Donc, des services sont numérisés un maximum, un maximum de choses sont faites à distance par Internet, etc. Les sous-préfectures ont-elles encore une raison? Et je vais à l'échelon supérieur. Pour chaque département, quand on voit l'organigramme d'un département, je vais prendre l'Isère, par exemple, hein, avec Grenoble, qu'on aime tant. Bon, quand on voit la flopée de gens, sans parler des chargés de mission potentiels, des contractuels, etc., de gens qui sont statutaires dans un département, et dans celui d'à côté, il y a les mêmes, qui font la même chose. Il n'y a pas moyen de mutualiser tout ça au niveau de la région. Bon, ça, c'est aussi des économies à faire, peut-être. Autre chose, et je vais m'arrêter là, parce que tu sais très bien que c'est ma marotte aussi, les ambassades de France dans les pays de l'Union européenne. Ça sert à quoi?
À quoi sert l'ambassadeur de France à Luxembourg? À quoi sert l'ambassadeur de France en Espagne? C'est l'Union européenne? C'est Schengen? À quoi ça sert? À part faire des... Alors bien sûr avec la résidence, plus les fonctionnaires qui gravitent autour. Quand il y a des questions... Alors les consulats c'est différent parce qu'ils ont une vraie utilité. Mais encore qu'on puisse les mutualiser avec d'autres pays d'Europe. Hein, ça se fait en Europe de l'Est. Il y a des consulats qui regroupent plusieurs pays. Mais à quoi ça sert d'avoir un ambassadeur de France à Luxembourg, quoi? Je sais pas, je voudrais qu'on m'explique avec un attaché militaire, avec un attaché culturel, avec plus les secrétaires qui vont avec. Hein, bien sûr. Donc on se retrouve avec une pléthore de gens qui ne servent strictement à rien. Maintenant, quand les chefs d'État, ou même le nôtre, ont quelque chose à se dire, ils n'ont pas besoin de passer par l'ambassadeur qui va importer une lettre, etc. Donc voilà. Cher Jean-Yves, vous voulez rebondir? Oui, sur un point, le logement. Les impôts sur le logement, c'est 100 milliards. Les subventions au logement, c'est 50 milliards. Dont, là aussi, beaucoup de gaspillage, puisque dans les subventions au logement, par exemple, il y a le rachat de logements privés, notamment à Paris, pour en faire des achats. Surtout la mairie de Paris, ouais. Voilà. Bon. Donc il y a beaucoup de gaspillage aussi sur le logement. Mais on va rajouter, là on augmente l'impôt sur les frais de mutation dans le projet de budget, enfin je ne sais pas s'il sera voté. Pour le reste, je pense alors que les sous-préfectures, c'est une structure qui est aujourd'hui quasiment disparue. Puisque leur activité, c'était effectivement les titres, et il n'y a plus les titres de permis de conduire ou les titres de carte grise, c'est effectivement numérisé. Et les personnels des préfectures qui s'occupaient de ça ont tous été basculés dans les services de l'immigration. Oui, mais existe un sous-préfet. Toujours. Oui, il existe un sous-préfet, absolument, oui. Mais tout ça est quand même, alors honnêtement, c'est pas là-dessus qu'il y a beaucoup à gratter. Il y a un peu à gratter, mais il y a peu à gratter. Et dans les préfectures, alors c'est assez intéressant quand même. Il reste pas mal de personnel pour l'immigration. Pourquoi? Parce que les associations immigrationnistes ne veulent pas qu'il y ait dans ce domaine-là de numérisation. Alors, je vais poser la question. Voilà, ils veulent avoir justement, je vais poser la question. Traitement, et après, je vais aller 10 secondes. Combien coûte l'immigration par an en France? Est-ce que l'on sait? Alors là, il peut y avoir des chiffres extrêmement différents. Il y a des coûts, le coût de l'immigration. La dernière étude qui est parue, que je retiens, il y en a d'autres qui donnent des chiffres plus élevés, c'est la dernière étude de Gourevitch, qui est parue dans Contribuables associés. Il chiffre à 54 milliards. Il y a eu des chiffres plus élevés qui ont été avancés par André Pozokov notamment. Bon. Il y a un autre mode de calcul possible, qui était celui du prix Nobel Maurice Allais, qui partait du principe, non pas du coût des gens qui sont sur place, mais du coût des gens qui rentrent. Parce que les gens qui rentrent, quelqu'un qui rentre, il va falloir le loger, il va falloir scolariser ses enfants, il va falloir qu'il se déplace, il va falloir le soigner, donc des hôpitaux. Il va éventuellement falloir le mettre en prison, donc des prisons. Et donc, le capital nécessaire pour chaque entrée, c'est, d'après les calculs de principe de Maurice Allais, qui a été prix Nobel en 1988, c'est 100 000 euros. Quand vous avez 500 000 entrées, 500 000 personnes qui entrent, vous avez 50 milliards. Voilà. Et je dois dire, aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de nous payer l'immigration. Parce que, alors, on ne dépense pas forcément les 50 milliards, mais il y a une dégradation des conditions de vie, un appauvrissement général, une dégradation des conditions de logement et de transport.
entre autres. C'est vrai. Et même la surpopulation carcérale. Aussi. Cher Frédéric Bourreau, tiens, par rapport à la Russie, vous êtes franco-russe, dites-nous, voilà, si on faisait une comparaison avec la Russie. Alors la Russie, le pays qui fait soit rêver, soit détester, surtout détester en ce moment, a subi des transformations absolument monstrueuses, et particulièrement les 5 dernières années. Alors moi j'y suis déjà depuis 7-8 ans, et j'ai déjà vu une évolution absolument fantastique de ce pays, et notamment au niveau de la bureaucratie, au niveau de tout ce qui est infrastructure fiscale, immigration. Beau travail de Mishustin, actuellement Premier ministre, qui est d'ailleurs Premier ministre parce qu'il a été remercié par Vladimir Poutine pour son travail exceptionnel de refonte du système fiscal russe. Système fiscal russe, alors moi je travaille dans la fiscalité, donc je fais une comparaison intéressante. Système fiscal russe qui est d'une simplicité déconcertante face à notre code général. Dans quel sens? Tiens, qui est extrêmement simple. C'est-à-dire, voilà. Y a pas... Est-ce qu'on reçoit le papier bleu, là, avec tous les trucs? Ah non, on reçoit pas déjà, on ne reçoit pas de papier bleu. En Russie, on ne reçoit pas de papier bleu. Tout est informatisé. Tout est informatisé. Vous avez un portail qui est un portail administratif que chaque Russe a. Il a un code, il rentre sur ce code et il a absolument tout ce qui est administratif à sa disposition. Et quand je dis tout ce qui est administratif, y compris tout ce qui est permis de conduire, tout ce qui est passeport, carte d'identité, l'équivalent de la carte d'identité en France, vous faites tout en dématérialisé et vous vous déplacez uniquement au bureau récupérer votre passeport en moins d'une semaine. Ça fait rêver. Franchement, par rapport à la France, moi j'ai fait faire mon passeport il y a à peine 1 an, et il m'a fallu rester 3 mois en France pour avoir mon passeport. J'ai eu pareil, alors que j'ai eu un piston de la mairie du 16e. Je le dis. Hein. Non, mais voilà. Et tout est d'une simplicité déconcertante. Les taux feraient pâlir d'envie tous les contribuables français. C'est combien? 13%. Pour tout le monde. Mais tout le monde paye l'impôt. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Que vous gagnez 100 roubles, que vous gagnez 10 millions de roubles, je simplifie parce que la fiscalité vient d'être modifiée, ils ont mis un système proportionnel juste depuis cette année. Proportionnel ou progressif? Proportionnel et progressif. Un petit peu comme la France, sauf que ça commence à 13% et ça finit à 15%. Oui, mais ça, c'est le début de la fin. Ah oui. Mais j'ai pensé exactement la même chose que vous, j'ai dit ça, c'est le début de la fin. Mais tout le monde, absolument tout le monde paye l'impôt, et c'est extrêmement... Alors vous allez sur votre portail, vous recevez un ML pour vous dire que c'est à disposition, vous allez sur votre portail, vous recevez imposition sur les plus-values, imposition sur les revenus, puisque c'est prélevé à la source, comme en France. Et puis, vous avez une feuille que vous pouvez imprimer ou pas imprimer. Il y a un QR code, vous flashez votre QR code, c'est payé, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a pas de fonctionnaire pour s'occuper de ça. Bien sûr, il y a les services des impôts, mais pour les situations un petit peu complexes. Remarquez, en France, le service impôt.gouv.fr c'est celui qui marche le mieux. est plutôt efficace. Mais il est d'une le système fiscal est d'une complexité absolument complexe, absolument. Voilà. Alors que là, c'est extrêmement simple, extrêmement simple. Pratiquement pas de réduction, pratiquement pas de crédit d'impôt. Voilà, c'est simple. Vous savez ce que vous avez gagné, vous payez 13%, on n'en parle plus. Et est-ce que l'État est déficitaire aussi, comme en Non, France? alors l'État n'est pas déficitaire. Est-ce qu'il est à genoux déjà? Il n'est pas à genoux puisque on a, je crois, un taux de à peine de 8 ou 10% du PIB. Ça fait rêver par rapport aux 123 ou 125% que la France, voilà. En pleine guerre en plus. Et en pleine guerre. Et j'allais préciser. Et en pleine guerre, effectivement. Alors, certains vous diront qu'on a augmenté les impôts, qu'on a fait quelque chose effectivement cette année pour payer l'effort de guerre. Je ne suis pas certain que ce soit juste pour payer l'effort de guerre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un système qui est certes pyramidal, hein, mais je pense que c'est un peu la même chose en France, mais alors on a élagué les branches. Hein. Le millefeuille administratif en Russie, il n'existe pas. Hein. Vous avez des oblasts qui correspondent à nos régions.
Le maire, il sert pratiquement à rien, si ce n'est à s'occuper de la propreté de la ville et puis des choses, des affaires courantes. Mais vous avez un gouverneur qui s'occupe de l'oblast, et puis il est en contact direct avec Moscou. Et puis l'information va extrêmement rapidement, ce qui fait que des opérations sont réglées très très vite. Et là, on n'a pas cette bureaucratie qui dure et puis le temps de remonter les informations. Non, c'est extrêmement rapide. C'est très efficace. Vraiment, c'est très efficace. Alors moi, quand je dis ça, c'est pas de la propagande que je fais, parce que je suis arrivé en Russie, je ne connaissais rien de la Russie. Je ne parlais même pas la langue et j'ai fait absolument tout le cursus d'immigration. Donc, j'ai goûté à toutes les étapes de l'intégration russe, et je peux vous assurer que je suis sous le charme. Vraiment, je suis sous le charme de l'efficacité. Est-ce qu'il y a des allocations, tous ces trucs qu'il y a en France, des subventions aux associations, tout ce qu'a dit Jean-Yves, quoi. Tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de CNC, d'INA, 500 millions. C'est pas géré au niveau au niveau des régions, c'est géré directement au niveau de l'État. Il y a des organismes qui sont des anciens. Ça reste un pays anciennement soviétique, enfin URSS. Donc évidemment, il y a des agences d'État. Elles sont évidemment sur le budget de l'État, c'est une évidence. Mais on n'a pas cette profusion. On n'a pas cette profusion et cet empilement d'associations. Les associations existent, mais pas des associations. Et oubliez les associations d'aide aux migrants, etc. En Russie. Et pourtant, il y a une immigration extrêmement importante. Et est-ce que là-bas, je peux toucher des RSA, des CAF et tout ça ? Non. Vous avez 3 mois quand vous perdez votre emploi. Alors le système, c'est même pas un système type France Travail, pour parler moderne. C'est un système, c'est votre ex-employeur qui paye vos salaires pendant 2 mois, 3 mois. Vous avez 2 mois, 3 mois. Mais on a le quasi plein emploi en Russie. Donc, pas de souci de ce côté-là. Mais pendant 2-3 mois, vous êtes payé par votre ancien employeur. Si toutefois il avait fait faillite, c'est pas grave. De toute façon, il y a un fonds qui lui est prélevé au moment où il dépose le bilan. Et donc, il sera taxé pour ça et il paiera. Et dernière question, et je passerai la parole à notre ami Maître David Guyon. Vous êtes dorénavant ressortissant franco-russe. Oui. Vous ne reviendrez plus en France, j'imagine. Là, c'est fini. Maintenant, votre vie, c'est la Russie. Objectivement. Vous n'avez plus envie déjà, j'imagine. Voilà. Objectivement, je le vivrais. Je crois que je le vivrais très mal. De revenir en France. Oui, je viens parce que j'ai de la famille, parce que j'ai mes clients, mais je le fais un peu sous la contrainte, parce que vraiment le système de vie, le système général en Russie me paraît extrêmement efficace. Merci, cher Frédéric. Maître David Guyon, on va parler un peu des ARS, mais avant ça, je comprends très bien qu'il vive en Russie, notre ami, et il a même raison, je pense, mais c'est quand même un drame pour la France, ce que nous dit Frédéric. Moi, c'est la 2e fois dans la soirée que j'ai un ressortissant français qui m'indique qu'il est mieux à l'étranger qu'en France. Est-ce qu'il n'y a pas d'avenir pour la France ? Moi, je pense pas. Je pense que le pire ennemi de la France, c'est son élite. Et que tant que cette élite, qui est dans une certaine entre-soi, domine et insuffle finalement la position et la direction de la France, il ne se passera rien de bon. Voilà. Après, est-ce qu'on fera mieux ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une plaie pour la France. Et le gouvernement qui est actuellement au pouvoir et qui est macro-compatible va continuer ce qui a été fait depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, effectivement, c'est plutôt une dégringolade de la France sur le plan national et sur le plan international. On en a une illustration ici. Alors, sur le gaspillage des deniers publics, c'est ça qui est intéressant. Je voulais apporter une vision peut-être un peu plus juridique, parce que, effectivement, la France a l'obligation de voter un budget qui est à l'équilibre, tous les ans. Et depuis un peu plus de 50 ans, les budgets sont à l'équilibre parce qu'il y a le recours à l'emprunt. Emprunt toxique, en réalité, puisque on se retrouve aujourd'hui avec 3 000 milliards de dettes. Pareil pour les collectivités locales. Pareil pour les collectivités locales, effectivement. Ce sont des emprunts toxiques parce qu'on ne va jamais pouvoir rembourser cette dette, et si on le rembourse, ce sera forcément dans la souffrance, telle que l'a connue la Grèce, mais puissance beaucoup plus importante, puisque la France n'est pas la Grèce.
ce qui va impliquer nécessairement des destructions de services publics, des destructions d'emplois, des destructions de l'économie, et forcément des diminutions de revenus. La Grèce avait été drastique, il faudra qu'on le soit encore plus. Et ce qu'avait fait la Grèce, c'est qu'elle avait baissé de 20% la rémunération de tous les agents publics qu'elle avait conservés. Donc elle en avait quand même déjà supprimé pas mal, ce qui avait forcément entraîné une baisse du niveau de vie de la Grèce. Mais ça a été à cette condition qu'on a été capable de pouvoir remonter la pente pour la Grèce. Donc imaginez déjà un petit peu ce qui peut attendre la France aujourd'hui, et c'est pas avec les mesurettes qui ont été prises qu'on va améliorer les choses. Alors il y a quand même 3 choses qui permettent peut-être de comprendre comment on est arrivé là. Parce que comment on arrive à 3 000 milliards de dettes. Vous voyez, hier, j'ai repris un peu mon cours de finances publiques que j'avais écrit en 2012. On était déjà à 1 000 milliards de dettes. Donc, comment on a fait là pour, en l'espace d'une décennie, quasiment tripler la dette publique? Quand 2012, 1000 milliards de dettes? On était à 1000 milliards de dettes. Plus, non, 2012, non. On commençait à tourner autour de 1000 milliards, c'est ce que j'avais noté. C'est-à-dire qu'entre 2024 et 2012, on a rajouté 2200 milliards de dettes. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est fou. Le problème, c'est les chiffres que j'avais en 2012, et effectivement, moi-même, j'ai été surpris en reprenant un petit peu ces notes que j'avais prises lorsque j'étais dans l'amphithéâtre de mon université. Mais c'est bien la réalité, et déjà à l'époque, ça me donnait le vertige. Donc là, 3 000 milliards, imaginez où on se situe. Pour moi, il y a 3 choses qui peuvent expliquer pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi, si on ne change pas ça, il n'y a pas de raison que ça change. La première chose, c'est l'absence de responsabilité totale des hommes politiques qui prennent ces décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un comptable public qui prendrait, dans une petite administration, qui prendrait une décision qui serait effectivement contraire aux règles de la comptabilité publique, devrait payer sur ses deniers personnels les erreurs qu'il a commises. Que s'est-il passé pour Bruno Le Maire? Bruno Le Maire nous a endettés pendant des générations, ce sont les générations futures qu'il a endettés. Aujourd'hui, il a un poste effectivement à Genève, en Suisse, et sa vie va continuer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de responsabilité qui va lui incomber. Ça, c'est inadmissible. Parce que tant qu'il n'y a pas de responsabilité des hommes politiques qui prennent ces décisions, ça ne pourra jamais bien se passer. Quand vous avez une personne tierce qui prend de l'argent dans la poche d'une personne pour le mettre dans une autre qui se sert au passage, ça ne donne jamais de très bons résultats. Donc tant qu'il n'y aura pas de responsabilité politique, notamment du ministre du Budget et de l'Économie, il ne pourra rien se passer de bon. Parce qu'on dépensera sans compter. Et clairement aujourd'hui, quand on voit les chiffres, par exemple, du coût de la cérémonie des JO, on a du mal à imaginer comment on a pu dépenser autant. Je ne sais pas, mais vous, quand vous faites un banquet chez vous, vous regardez si vous êtes à l'équilibre et vous adaptez le banquet par rapport aux économies que vous avez. Moi, j'ai fait l'inauguration de mes locaux il y a 2 ans de ça, j'ai adapté le budget par rapport aux économies que je pouvais avoir. Et donc, je fais en sorte d'être à l'équilibre. Pareil, pour un entrepreneur demain, s'il prend des mauvaises décisions, va se retrouver poursuivi personnellement et tenu des dettes de sa société si on démontre qu'il a fait une faute de gestion. Pourquoi un petit entrepreneur serait amené à devoir sacrifier ses biens personnels parce qu'il a pris des mauvaises décisions et qu'il a pris des risques et qu'il a entrepris, et que le ministre de l'économie qui nous a endettés pour plus de 1000 milliards de dettes en 7 ans ne va répondre d'aucune obligation? Déjà, ça ne peut pas fonctionner tant que ça ne change pas. La deuxième chose, c'est la corruption et le détournement d'argent public. Aujourd'hui, allez trouver un homme politique incorruptible. Je pense que ça va être compliqué de trouver ça. Mais c'est un vrai problème parce qu'en fait, on a une sorte de normalisation du détournement d'argent public. On a ce député LFI qui a été donc pris la main dans le sac en train d'acheter des drogues de synthèse. Et on découvre, en allant un peu plus loin, qu'il a dépensé un peu plus de 24 000 € de frais parlementaires pour s'acheter cette drogue. Que s'est-il passé? Ne vérifie-t-on pas systématiquement tous les comptes publics, tous les comptes de nos députés? Parce que pourquoi on devrait chaque année, nous, avoir un expert comptable qui certifie nos comptes et des députés qui n'auraient pas cette obligation-là? Il y a certes un déontologue, mais le déontologue, il se saisit spontanément. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il va rembourser personnellement ces sommes? Je ne pense pas. Mais c'est pas que ça, il y en a plein. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on n'ait pas une affaire de corruption, de détournement d'argent public. Pourtant, ces personnes devraient immédiatement, à mon sens, être poursuivis pour pouvoir déterminer s'ils sont coupables ou non, présomption d'innocence évidemment, et s'ils sont coupables, ils devraient dégager de la vie politique et ne plus jamais avoir une société ou une entreprise ou quoi que ce soit. Comme un entrepreneur aujourd'hui se verrait effectivement interdiction de gérance ou d'entreprendre si jamais demain il avait quoi que ce soit. Ça présente un danger, c'est que ça donne aux juges
la possibilité de dire qui peut être candidat ou pas. Et les juges, ils ne sont pas forcément d'une impartialité absolue et peuvent être tentés de faire de la synégétique. Ils peuvent faire du gouvernement des juges. Il y a un vrai risque. Il y a le risque du gouvernement des juges, j'entends. Après, effectivement, est-ce que les juridictions doivent être des juridictions spéciales avec, par exemple, quand vous regardez personnes le parquet national financier, c'est lui qui a fait l'élection de 2017 en éliminant Fillon, qui était le candidat. Je n'étais pas spécialement filloniste, hein, mais c'était le candidat qui avait dans sa besace, il avait deux ou trois choses qui ne plaisaient pas. Il était plutôt conservateur en termes de valeurs. Il était plutôt indépendant des États-Unis et plutôt bienveillant avec la Russie. Et il voulait arrêter les dettes. Et donc, ce sont les juges, ou l'alliance des juges et des médias, qui l'ont mis dehors pour des choses qui étaient peut-être contestables, hein, comme le fait d'avoir employé sa femme, ou de se faire offrir des costumes. Il a fait des conneries. Voilà. C'est objectivement, s'il avait été partisan de continuer la dette, de continuer les réformes progressistes et de rester bien gentiment le caniche des Américains, à mon avis, il n'aurait pas eu les mêmes problèmes. Donc c'est pour ça que je... Non, mais ça, j'entends le gouvernement des juges, c'est l'argument qu'on sort régulièrement lorsque, effectivement, ce sont des magistrats qui vont pouvoir condamner ou non des hommes politiques. Ça, j'entends. Après, quand on est en train de repenser le système, repensons peut-être aussi, justement, cette phase de juridiction. Et rien ne l'empêche. Je pense qu'on pourrait très bien avoir des jurés. Et puis, en dernier recours, l'élection. Vous vous présentez à l'élection. Et puis, si on vous réélit, après, vous avez les maîtres que vous souhaitez avoir. Hein. Maître, j'aurais une question. Vous avez parlé de la responsabilité des politiques. Moi, je mets dedans les responsables aussi des grandes sociétés nationales, et puis de tout un tas de services, je dirais même, par exemple, de l'armée. Je crois qu'il y a des choix qui ont été faits de manière complètement hallucinante et qu'on devrait en répondre. Et puisque vous êtes un homme de loi, et je ne vois pas pourquoi les juges ne devraient pas être eux aussi surveillés. Ils répondent, ils ont effectivement le Conseil supérieur de la magistrature qui vérifie qu'il y a effectivement qu'ils ne commettent pas d'infraction, qu'ils ne commettent pas non plus de manquement. Ni d'erreur judiciaire. Ni d'erreur de judiciaire. D'ailleurs, c'est un contentieux qui se développe en ce moment. Oui. Honnêtement, la seule catégorie qui est totalement irresponsable, c'est les juges. Ils sont responsables. Ils ont une responsabilité. Ah non, oui, mais ils n'ont aucune responsabilité. Ça se développe. Ça se développe beaucoup plus. Ils ne sont pas mis en cause, même pour des erreurs de jugement manifestes, ils ne sont pas mis en cause. Ils se protègent entre eux, ce qui était Il y a ça, puis il y a aussi l'idée qu'un juge qui pourrait voir sa carrière s'arrêter pourrait ne plus être impartial et indépendant si vous ne prenez pas la bonne décision. Donc, vous voyez, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Je suis d'accord avec vous, mais c'est exactement le même argument que j'utilise par rapport aux hommes politiques. C'est qu'effectivement, si on contrôle trop, le contrôle va s'appliquer de manière sélective. Il peut porter, le juge, s'ils sont contrôlés, ça peut porter atteinte à leur indépendance, c'est vrai. Mais il y a le même phénomène avec les... Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec un Bruno Le Maire, du coup ? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut être injuste, mais Bruno Le Maire, il est tranquille à Genève. Aujourd'hui, si vous voulez, Bruno Le Maire nous met tous dans la merde. Et ils ne répondent à aucune obligation. Donc j'entends parfois, là on parle des magistrats, mais aujourd'hui, là, si on veut mettre fin au gaspillage public, de l'argent public, il est clair qu'à un moment donné, il va falloir faire en sorte que la corruption et le détournement d'argent public deviennent quelque chose qui soit infamant, qui vous empêche de faire... Vous voulez rebondir ? Je voulais rebondir justement parce que j'ai un exemple, mais alors qui est fantastique, qui colle parfaitement à ce discours. Puisque il y a moins de 6 mois, dans l'oblast de Samara, le gouverneur de la région de Samara, sans crier gare, un matin, est passé à la télé pour dire qu'il donnait sa démission. Personne ne s'y attendait. Et il a été remplacé dans l'après-midi par un gouverneur adjoint d'une région non loin de Toula, non loin de Moscou, qui a débarqué. Et moi, j'ai cru lire entre les lignes qu'il avait été débarqué, le gouverneur de Samara. C'était pas possible. Il partait pas comme ça sans raison. Qui l'a débarqué, le Kremlin ? Bien sûr. Pourquoi ?
Eh bien, il s'avère que Samara, depuis 2 ans, est en travaux. On rallonge les lignes de métro. Hein, et ça vient d'arriver, là, il y a un mois, à peine un mois. Il est mis en cause, le gouverneur est mis en cause pour avoir détourné de l'argent au profit de sociétés nationales qui ont surfacturé et qui ont ouvertement détourné de l'argent sur ces travaux du métro. Mais il a été purement et simplement, même pas en 48 heures, en 24 heures, il a été éjecté, on n'entendra plus parler de lui. C'est une certitude absolue. Alors, c'est peut-être un peu rude, mais je pense qu'il va payer, financièrement. Hein. Il va payer financièrement. Il faut. Il ne va pas... Il va pas aller en Sibérie, quand même. Je pense pas. C'est Je possible. pense pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ses deniers personnels et l'argent qu'il a évidemment détourné au passage de cette corruption active, il va payer. Tiens, merci beaucoup, cher Frédéric. 3e point. Le 3e point, effectivement, c'est les sujets tabous. En fait, la France a ce don de faire du en même temps. Là, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de l'immigration. Moi, je vais l'aborder du côté de celui que je connais, c'est-à-dire que l'aide juridictionnelle, qui est donc cette aide de l'État qui finance les frais d'avocat des personnes, notamment celles qui sont immigrées, qui arrivent irrégulièrement sur le territoire français, c'est un business. Oui, bien sûr. C'est un modèle business dans lequel un certain nombre de confrères et de cabinets ont fait fortune. Alors, ce n'est pas des fortunes colossales, évidemment, mais c'est un vrai modèle business. Et je sais que, par exemple, on me critiquait lors de la crise sanitaire, lorsque j'avais quelques clients qui contestaient, grâce à ce système de l'aide juridictionnelle, les arrêtés du port du masque en extérieur. Et j'étais contraint et obligé quand même de rappeler ce principe qui était que, aujourd'hui, si on devait venir me critiquer sur ce point-là, alors dans ce cas-là, on critique tout le système de l'aide juridictionnelle qui, très majoritairement, quand même, profite notamment à la question de l'immigration. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous touchez à ça, on touche à un sujet tabou. Mais si on veut remettre de l'ordre dans nos finances publiques... Pourquoi tabou ? Tabou parce que l'immigration, il y a l'idée quand même que lorsqu'on immigre, c'est qu'on quitte un pays pour espérer avoir une vie meilleure. Ouais. Et qu'au nom du principe d'humanité et de fraternité que la France est censée incarner, la France s'est donnée comme mission de ne laisser personne au bord de la route. Et elle l'incarne par ce système-là, l'idée selon laquelle, même si vous arrivez de manière irrégulière dans notre territoire, vous avez quand même un certain nombre de droits. Et tant qu'elle ne choisit... Ça, c'est vu par les avocats ? Ça, c'est vu par les avocats, même dans notre... Enfin, je veux dire, là, entre nous, on est tous à peu près d'accord, mais je pense que si vous sortez d'ici, commencez à dire qu'une personne qui arrive sur le territoire français de manière irrégulière n'aura même pas le droit de voir un avocat et devra partir immédiatement du territoire français, elle sera expulsée manu militari dans les 48 heures, je pense que là, vous avez une flopée de personnes qui vont commencer à vous expliquer que c'est pas comme ça qu'on procède. Sauf qu'en fait, il faut qu'on fasse un choix. C'est-à-dire que c'est quoi l'immigration pour nous ? C'est pas pour ou contre, c'est... Est-ce qu'on estime qu'à partir du moment où vous entrez irrégulièrement sur notre territoire, dans ce cas-là, vous avez un certain nombre de droits et pourquoi on fait durer ces procédures ? On n'a qu'à régulariser. Ou alors on fait un autre choix, et c'est celui de l'Australie. Moi, c'est celui qui me plaît, parce qu'au moins, vous savez à quoi vous attendre. C'est vous arrivez de manière irrégulière en France, vous ne pouvez pas, vous n'avez aucun droit, vous êtes immédiatement expulsé. Et si vous voulez ensuite discuter de tout ça, c'est à l'étranger que vous le faites. Voilà, vous discutez de vos droits d'entrée. Ce qui va, à mon sens, assainir largement les finances publiques. Ça assainit la situation. Mais il faut faire un choix, en fait. C'est soit on dit, vous arrivez de manière irrégulière, et on va vous régulariser. Et dans ce cas-là, on arrête toute cette paperasse administrative et judiciaire qui nous coûte un pognon fou. Ou alors, on estime, effectivement, comme l'Australie le fait, que si vous n'entrez pas de manière régulière dans le territoire français, vous ne pourrez jamais être régularisé. Et que votre situation sera forcément précaire. Tu voulais rebondir, Pascal ? Oui, j'approuve ça, puisque moi j'ai de la famille australienne, donc effectivement, on connaît ça très bien. Bon, le cas de l'Australie est un peu particulier, parce que c'est un pays qui est quand même, c'est une île, même si c'est une très grande île. Il y a de l'immigration clandestine, notamment venue d'Indonésie, mais en effet, quand on chope quelqu'un qui n'est pas en régulier, c'est dehors. Qui que ce soit, ça peut être un Américain, un Français, un Indien, un Sud-Africain, n'importe quoi. Et puis, il peut refaire une demande de visa, mais dans son pays de départ. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont expulsés, vous pourrez peut-être revenir, mais
à certaines conditions et vous faites la demande dans votre pays de départ. C'est le débat qui a à peu près lieu en ce moment à propos de traiter les demandes d'immigration vers la France depuis le pays de départ. C'est pour ça que cette histoire de consulat, c'était très intéressant, ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Yves, parce que si on traitait les demandes de visa dans les pays de départ, il y aurait beaucoup moins de clandestins. Parce qu'à partir du moment où ils rentrent légalement, donc avec des droits... Oui, mais en Australie, ils ne peuvent pas venir en bateau... mais c'est pas aussi simple. C'est un peu plus loin, voilà. C'est quand même ouais. Il y a ça, et puis il y a les visas... mais par exemple, le gars qui vient, je sais pas moi, du Sénégal, sur les côtes méditerranéennes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, enfin... qui pourrait être prévu. Au large de Darwin, il y a toutes les carcasses de bateaux qui viennent d'Indonésie, etc. Et puis c'est surtout la fraude pour l'entrée en Australie, c'est plutôt des gens qui demandent un visa de tourisme ou un visa étudiant, Tout à fait. et puis qui restent. Voilà. Et là, on a ce problème-là aussi, nous, avec la carte vitale. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu la sénateur de l'Orne, là, qui parle de ça. Bouled, oui. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a plus de droit de séjour garde sa carte vitale. C'est-à-dire qu'il continue à se faire... Ou alors les cousins, hein, parce qu'on habite en Seine-Saint-Denis, Mike, tu sais ce que je veux dire. C'est le fameux cartel des fraudes de Charles Pratt. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, il y a aussi beaucoup à faire, parce qu'il semble-t-il, je ne sais pas si c'est exact, mais il semblerait qu'il y ait plus de cartes vitales françaises qu'il n'y ait d'habitants. Donc, c'était démontré. C'était démontré. Bon, oui, alors moi, je n'osais pas trop le dire parce que j'ai pas de chiffres. Ça paraît tellement énorme. Bah, Il y a même énormément de centenaires en Algérie qui perçoivent alors, la pareil, retraite. tout à l'heure, vous avez parlé de l'Algérie, Jean-Yves. Vous avez parlé les 800 millions, c'est l'aide au développement. Oui, Hein bah oui, ce n'est qu'une... Ce n'est pas tous les gens qui viennent se faire soigner ici, qui dépendent de la sécurité sociale algérienne, qui ne payent jamais. Hein, à commencer par d'ailleurs les anciens présidents mais du coup, cher Jean-Yves, est-ce qu'on peut faire comme l'Australie et est-ce que par exemple il y a un parti politique en France qui veut imposer cette immigration choisie un peu comme l'Australie? Bah, je pense que dans les partis politiques qui sont contre l'immigration en France, il y a le Rassemblement national, il y a le RPR, le nouveau RPR de Ciotti, UDR, oui, de Ciotti. Il y a Reconquête. Je ne sais pas ce qu'ils disent là-dessus, je ne sais pas. Hein. Bah, à mon avis, le mieux disant dans ce domaine, c'est Reconquête. C'est pas forcément celui qui a le plus d'électeurs aujourd'hui, mais le mieux disant, c'est incontestablement Reconquête. Le meilleur programme dans ce domaine, c'est celui qu'Éric Zemmour avait proposé en 2022, ça c'est clair. Mais sinon, est-ce que à peu près tout le... Mais est-ce que c'est possible tout le volet parce que immigration. Tout à l'heure, vous avez parlé de changer la Constitution au niveau de l'immigration. Donc, est-ce que ça, c'est possible de faire comme l'Australie? Ne serait-ce que... oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, là, ça renvoie à un débat juridique. Aujourd'hui, le droit de la nationalité, le droit du séjour, le droit de l'expulsion sont contrôlés par... le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des lois efficaces parce que le Conseil constitutionnel les censure. On l'a vu d'ailleurs, pas plus tard qu'en mars dernier, où la loi n'avait pas un contenu terrible, mais le Conseil constitutionnel a censuré. Donc vous ne pouvez changer qu'en changeant les principes constitutionnels, en remettant le Conseil constitutionnel à sa place, c'est-à-dire à faire une censure formelle de la loi, mais pas une censure du fond de la loi, ce dont le général de Gaulle ne voulait pas, et vous ne pouvez changer en profondeur les choses qu'à condition de mettre au premier plan la défense de l'identité et de la souveraineté et la préférence nationale. Donc il faut un changement constitutionnel. Sinon, vous pouvez bricoler. On parle d'une loi, d'un projet de loi que M. Retailleau déposerait au mois de février, s'il est encore là. Avec la meilleure bonne volonté du monde, ce sera un bricolage. Voilà. Cher maître David Guyon, juridiquement, est-ce qu'on peut mettre au pas le Conseil constitutionnel, sachant que d'ailleurs depuis le général de Gaulle, il y a eu la réforme, ou avant, à l'époque du général de Gaulle, c'est le général de Gaulle qui disait oui, je demande avis au Conseil constitutionnel.
où je crois le président de l'Assemblée nationale et où... Vous aviez 4 autorités qui pouvaient Voilà. saisir le Conseil constitutionnel. Depuis, il y a ces 60 et ou députés et ou sénateurs qui peuvent le faire. Est-ce que du coup, aujourd'hui, le législateur peut mettre de côté le Conseil constitutionnel? Et comment il peut le faire? Oui, il faut faire une révision de la Constitution, article 89 de la Constitution, ou un référendum, puisque le référendum ne peut pas faire l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel. Alors, il faut quand même savoir que le pouvoir du Conseil constitutionnel actuel, je suis d'accord pour penser qu'on ne peut changer les choses que par une réforme de la Constitution, mais le pouvoir du Conseil constitutionnel actuel, c'est le résultat d'un coup d'État. D'un coup d'État du Conseil constitutionnel en 1971, quand il a décidé ce que le général de Gaulle, ce que Michel Debré, ce que les fondateurs de la Ve République avaient voulu. Ils avaient voulu un Conseil constitutionnel limité, qui devait dire est-ce que tel texte est du domaine de la loi ou du domaine du règlement. Et en 1971, le Conseil constitutionnel s'est saisi de la question du fond de la loi. Il y avait une loi qui était présentée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Marcellin, sur le statut des associations, et le Conseil constitutionnel a dit « Ah non, on ne peut pas valider cette loi parce qu'elle est contraire aux principes républicains. » Voilà. Mais c'est une pure construction jurisprudentielle sur le modèle de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Et à l'époque, M. Pompidou a laissé faire. Et M. Pompidou l'a laissé faire. C'est probablement la plus grande faute de M. Pompidou, qui est peu connue parce que c'est technique. C'est probablement... Pourquoi il a laissé faire? Il était déjà malade, tout ça? Non, non, c'est en 1971. Mais je pense qu'il n'a peut-être pas vu l'ampleur de la question ou qu'il n'a pas voulu affronter le Conseil constitutionnel à cette époque-là. Alors après, il y a eu d'autres réformes qui ont aggravé les choses. Il y a eu la réforme de M. Giscard d'Estaing, il y a eu la réforme de M. Sarkozy qui prévoit qu'on peut contester devant le Conseil constitutionnel une loi déjà votée. Mais le changement majeur, c'est le coup d'État de 1960. Quoique Maître David Guyon a déjà fait appel au Conseil constitutionnel, ne serait-ce que pour la crise sanitaire. Est-ce que c'était facile, tiens, pour le coup? Non, c'était très compliqué. Après, je ne partage pas effectivement la position de M. Le Gallou, puisque pour moi, le coup d'État qui a été fait par le Conseil constitutionnel a été aussi l'occasion de protéger des libertés fondamentales. Pour la loi qui a été contrôlée, l'idée était quand même de soumettre au gouvernement la déclaration d'une association. On passait d'une simple déclaration à une autorisation. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement pouvait décider quelle association pouvait ou non exister. Ce qui est quand même un danger quand même pour la démocratie. Oui, alors si vous permettez, aujourd'hui, le gouvernement actuel a dissous, pas le gouvernement actuel, le prédécesseur, à l'époque de M. Darmanin, a dissous 19 associations. Et, alors, mais vous pouvez contester. Oui, mais le Conseil d'État a trouvé ça très bien, puisque c'était des associations politiquement incorrectes. Donc je suis assez d'accord avec vous sur le plan défense des libertés. Je comprends bien, effectivement... Le côté défense des libertés, sauf que c'est à géométrie très variable, si vous voulez. Et c'était la deuxième partie de mon propos, toujours en nuance, évidemment. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel souffre des avantages qui étaient présentés, c'est-à-dire qu'on était censé avoir des personnalités politiques qui étaient souvent en opposition avec la majorité du moment, puisque vous aviez un renouvellement par tiers de tous les membres qui la composaient, et que forcément, lorsque le président de la République, le Premier ministre et le président de la Chambre des députés étaient amenés à désigner une personnalité politique, c'était une personnalité plutôt du même bord. Et donc on avait comme ça une certaine homogénéité et un vrai contre-pouvoir, notamment un contre-pouvoir politique. Bon, tout ça a volé en éclats avec l'extrême centre et avec le syncrétisme de la droite et de la gauche, qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces personnes sont dans le même univers, se connaissent tous, et on ne voit pas trop ce qui les différencie entre la droite et la gauche. Ils sont tous à peu près d'accord sur le fond et la forme. Donc, le Conseil constitutionnel ne joue plus son rôle de contre-pouvoir qui était censé incarner, et de respect de la Constitution, puisqu'on a quand même un passif en matière de droit constitutionnel, où justement la loi l'a toujours emporté sur la Constitution. Et c'était justement le point de rupture sur lequel le général de Gaulle a voulu... Paradoxalement, c'est la tradition républicaine. La tradition républicaine, c'est que la loi l'emporte sur tout le reste. Et aujourd'hui, l'état de droit, c'est une tradition anglo-saxonne ou une tradition allemande qui est assez étrangère à la France, jusque dans les années 71. Alors par rapport à ce que vous dites sur la liberté, moi je suis sensible à ça. Et je comprends que c'était l'argument du Conseil constitutionnel ou le prétexte, s'il s'est saisi de cette occasion peut-être pour affirmer son pouvoir. Mais ce que je constate,
depuis, on va dire, 10 ans ou 15 ans, 10 ans en tout cas, c'est qu'aucune décision, pratiquement aucune décision, vous avez vécu ça de plus près que moi, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État n'a protégé les libertés au cours des 10 dernières années. Ils ont failli à leur mission, hein, ça évidemment, et c'était pour rebondir sur votre question. Pendant la crise sanitaire, moi j'attendais beaucoup du Conseil constitutionnel, notamment sur la loi du 5 août 2021, puisqu'on avait quand même la Constitution et une loi qui est venue fracasser vraiment frontalement tous les principes qui étaient censés nous protéger. Et on a un Conseil constitutionnel qui nous dit non, mais il n'y a pas de problème parce que le législateur, finalement, il est le mieux placé pour apprécier si c'était conforme ou non à l'intérêt général. Donc il ne se mouille pas, il ne prend pas de risques. Et ensuite, on se retrouve avec cette fameuse QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet à l'occasion d'un litige de venir vérifier que la loi est bien conforme à la Constitution. Et sur la loi du 5 août 2021, il restait quand même en suspens la question de est-ce qu'on peut suspendre sans aucune rémunération un soignant sans que ça porte atteinte à des droits et des libertés qui sont protégés par la Constitution, notamment le droit à la vie privée et le droit de propriété. Je vous prive de tout revenu, je vous fais une clé de bras, je vous mets le couteau sous la gorge et j'exerce une violence économique à votre encontre. Est-ce que ça, c'est conforme à nos droits et les libertés fondamentales ? Bon, j'ai jamais réussi à passer le filtre. Le Conseil d'État vous dit non, mais c'est pas une question sérieuse. Pourquoi ? Parce que... Sur les lois réglementant la liberté d'opinion, toutes les QPC ont été rejetées aussi. Toutes, mais... Voilà. Donc, si vous voulez, honnêtement, le gouvernement des juges, il serait censé protéger les libertés. Or, quand vous voyez les décisions qui sont prises par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, voire le juge judiciaire, ça protège les libertés d'immigrés, ça c'est sûr, mais ça ne protège pas la liberté des Français. Ça, c'est quand même un vrai problème. Et il y a derrière ça, effectivement, toute une myriade d'associations et de médias qui contribuent à valider ce discours. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a ce fameux gouvernement des juges qui, parfois, permettrait peut-être de nous sauver d'une loi qui serait injuste, une loi prise par une majorité qui viendrait imposer une sorte de tyrannie. Hein. Ça, c'était un des excès de la démocratie. C'est pas nouveau. On sait déjà que ça existe. Donc, on attend un contre-pouvoir. Et là où il pourrait faire, effectivement, ce sorte de coup d'État qui viendrait un petit peu protéger les libertés fondamentales et qui pourrait être entendu et entendable, eh bien, ils disparaissent complètement. Oui. Ça ne nous empêche pas de tenter notre chance régulièrement. Hein. Il faut le tenter. Moi, je critique le gouvernement des juges, mais j'ai fait recours au Conseil d'État, j'en ai un devant le tribunal administratif. Je tente ma chance. C'est faux. Alors, cher Frédéric, est-ce que ça existe, un Conseil constitutionnel en Russie ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y en a un. Et comment il travaille, tiens ? Il travaille à peu près de la même manière, sauf qu'il semble être plus à l'écoute de la Constitution, parce que je ne pense pas que vous ayez pu lire la Constitution russe, chacun d'entre vous. Non. Elle est très intéressante parce que, au contraire, je me rappelle d'avoir travaillé mes cours de droit constitutionnel français, et c'est extrêmement complexe. Enfin, moi, j'aimais pas des masses, mais là, je me suis fait une obligation de lire le cours pas le cours, mais la Constitution russe. Je peux vous assurer qu'il y a des morceaux de choix. D'abord, c'est écrit dans un langage extrêmement clair et compréhensible de tous, ce qui déjà est un petit peu étonnant par rapport à la Constitution française. Et effectivement, tout le monde y trouve son compte, alors, notamment sur la liberté d'expression, sur la liberté... C'est étrange, mais oui. La liberté d'expression, la liberté de culte. Bon, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de problème en Russie à ce niveau-là d'ailleurs. Et vous parliez d'immigration. Je peux vous assurer que l'immigration, elle est calquée sur l'immigration en Australie. Hein. C'est-à-dire que moi je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est le mien. Quand j'ai demandé mon permis de séjour provisoire, j'ai posé mon dossier au service donc, du ministère de l'Intérieur et on m'a dit on mettra 6 mois pour étudier votre dossier, vous pouvez retourner chez vous. Au revoir. Et vous attendrez de revenir quand on vous aura donné votre permis de séjour, si on vous le donne. Voilà. Et les étudiants qui viennent avec un visa étudiant, puisque j'ai été apprendre le russe à l'université de Samara, donc j'ai été en contact avec tous ces étudiants qui venaient d'Afrique et d'Amérique du Sud essentiellement, je peux vous assurer que du jour où ils ont leur diplôme, ils ont 5 jours pour quitter le territoire. 5 jours. Qu'est-ce qui se passe sinon ? Ah, alors là... Ils n'ont pas une QTF ?
Alors là, s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas... C'est très étrange d'ailleurs. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas enfreindre en Russie, c'est la loi sur l'immigration. Si jamais vous traversez la frontière avec un visa périmé, ne serait-ce que de 24 ou 48 heures, c'est 5 ans d'interdiction du territoire. Ça, c'est le tarif de base. Applicable de suite. D'abord, c'est une amende qui est relativement salée. J'en connais pas le montant, mais elle est salée. Et c'est 5 ans d'interdiction de revenir sur le territoire. Et je peux vous assurer qu'elle sera appliquée. Parce que l'informatique là-bas, la reconnaissance faciale fonctionne extrêmement bien en Russie. Et donc, ça, c'est réglé. D'ailleurs, l'État russe vient de modifier la législation sur l'immigration. Là, ça vient d'être fait la semaine dernière, donc c'est extrêmement récent. Vous pouviez aller en Russie 6 mois dans l'année, en 2 fois. C'était 90, c'était la loi des 90 jours, qui est à peu près cohérente avec le droit européen, d'ailleurs. Alors là, ça y est, c'est fini, c'est 30 jours. C'est 90 jours maxi au lieu des 180 jours dans l'année, et ça a été extrêmement resserré, et notamment sur les gens qui ont obtenu, y compris sur les gens qui ont obtenu la nationalité depuis les 10 dernières années. Il est question de reprendre tous les dossiers pour vérifier, on est en plein dans le sujet, pour vérifier s'il y a eu des aides, des paiements de bakchiche, etc. Et tous ces gens qui auraient éventuellement bénéficié de passe-droit ou d'aide, on prévoit de supprimer et d'enlever les nationalités. Alors, ce que Frédéric ne veut pas aborder, parce qu'il est poli, mais c'est que ces nouvelles dispositions que j'ai en effet découvertes la semaine dernière, elles n'ont pas pour but d'interdire l'immigration. Ah non. C'est de réguler, et c'est surtout pour pouvoir se débarrasser, comme tu l'as dit brièvement, de tous ceux qui ont fraudé. Et qui sont-ils ? C'est certainement pas un Français comme Frédéric Moreau qui a fraudé la loi sur l'immigration russe, mais les Ouzbeks, les Tadjiks, les Kirghizes, tous ces gens-là qui étaient autrefois des citoyens soviétiques. Donc c'est particulier. Quand même, la décomposition de l'URSS a eu des conséquences fâcheuses, et celle-ci en est une. Ces gens-là sont venus comme ça, clandestinement, même des Chinois, parce que dans ta région, il n'y en a pas beaucoup, mais du côté d'Irkoutsk et tout ça, alors là, attention, et qui n'ont pas de papier et tout ça. Bon, et ça, à un moment, c'est toujours la même chose avec le gouvernement russe. On laisse faire, parce qu'on est gentil, parce qu'on veut se montrer complaisant et tout, mais quand ça déborde, alors là, c'est à coup de sabre. Et donc... Il y a eu la semaine dernière des expulsions d'Ouzbeks et de Tadjiks, mais alors massives. Je crois que c'était par 200 qui partaient en train. Et donc, et puis bien entendu, alors là tu parlais de propagande, là c'est devant les caméras, et puis c'est relayé en disant, vous voyez ce qui vous arrive si jamais vous déconnez. C'est pas le pauvre petit gens, ça. Alors c'est avec les noms des types, bien sûr. Et quand il y a des complices, on dit les noms à la télé. À la télé officielle, c'est pas des chaînes associatives militantes. Et c'est comme ça. Et ça se fait savoir. Donc c'est quand même assez dissuasif, parce que ceux qui étaient un petit peu visés là-dessus, outre les travailleurs clandestins d'Asie centrale, c'était aussi les Chinois. Alors, parce qu'ils ont un petit peu tendance à se croire chez eux. Je ne parle pas vraiment dans la partie européenne de la Russie, mais de l'autre côté, ils ont un peu tendance à se croire chez eux. Et c'est la deuxième alerte en 20 ans. La première, c'était Medvedev qui avait dit tous les étrangers, alors je n'ai pas dit les Chinois, tous les étrangers sont les bienvenus s'ils veulent vivre en Russie, mais ils doivent vivre comme des Russes, c'est-à-dire qu'ils doivent parler la langue, ils doivent se conformer aux rites, par exemple des fêtes nationales, ce genre de choses, et ne pas vivre comme chez eux. Et là, l'Australie est en train de faiblir sur ce sujet-là avec la nouvelle immigration, notamment asiatique, où ils vivent comme chez eux. Et ils ne s'intègrent pas du tout, et ils vivent à part, quoi. Donc, et en Russie, Medvedev avait dit ça, c'était il y a 20 ans. Et je crois que ça, c'est une deuxième vague aussi pour réguler la question. J'enfonce le clou, là. J'enfonce le clou sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a un retour. Alors ça c'est
Je ne pense pas que ça soit l'effet de la guerre, c'est que c'est les résultats du conflit OTAN-Russie sont en train de mettre en exergue un certain nombre de valeurs en Russie, un retour encore plus ferme à la protection de la langue, la protection des valeurs, la protection de l'histoire de la Russie. Et je peux vous assurer que quand vous demandez un permis de séjour, vous avez un examen de langue, vous avez un examen de connaissance de la législation de l'immigration, et vous avez de l'histoire. Et si ces trois paramètres, ces trois examens ne sont pas réussis, on ne vous donne pas votre permis de séjour. Donc ils sont effectivement, la Russie est en train de revenir à quelque chose. Ils ne veulent surtout pas prendre l'exemple. Pour eux, le contre-exemple à suivre, c'est l'Europe. C'est le contre-exemple absolu. Ils prennent le contre-pied total de ce qui se passe. Et ils me disent constamment, elle est belle ta démocratie. Pas faux. C'est pas vraiment une démocratie d'ailleurs. C'est clair. Mais alors on a un sondage, on va montrer le sondage du jour. Les dépenses doivent-elles être auditées? Oui, 85. Ah non, 90, oui, 100% non, 4% non inutile. Oui, 80, oui. Sur 1843 votants pendant l'émission. Pendant l'émission, les gens ont voté. Donc voilà, elles doivent être auditées. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Jean-Yves, de ce sondage? Elles ne doivent pas seulement être auditées. Elles doivent être coupées. Aussi, oui. Voilà. Aussi, surtout. Voilà, mais justement, parce que là, on a dit, voilà, ce qu'il fallait couper. Mais comment est-ce qu'un Premier ministre... Mais comment est-ce qu'un Premier ministre... Il y a quand même déjà, il y a des parlementaires d'opposition qui pourraient faire un vrai travail de critique des dépenses publiques. Comment est-ce qu'un Premier ministre aujourd'hui qui n'a pas du tout de majorité peut faire pour couper justement dans ses dépenses, sachant qu'il y a des amis si vous voulez, qui les touchent? On peut imaginer qu'un gouvernement qui aurait été soit de cohabitation, soit à l'issue d'une élection présidentielle, la première chose qu'il ferait, c'est peut-être un audit, effectivement. Mais là, je ne pense pas que Michel Barnier ait la possibilité d'auditer les turpitudes précédentes compte tenu de, parce que là, la situation dans laquelle il se trouve. Michel Barnier, qu'est-ce qu'il peut faire là aujourd'hui? Il ne peut pas faire ses économies. Attendez là, un audit? Mais à quoi sert la Cour des comptes? Ah, c'est vrai. Bah, la Cour des comptes, oui. Enfin, elle fait des aujourd'hui, tu es très pertinent. Hein. Bon, là, pour le coup, je suis... Bravo. Hein. Elle est présidée par un socialiste, je vous signale. Oui, mais c'est pas une raison. Ouais. C'est pareil. Pierre Moscovici. Bah oui, justement. Alors celui-là... c'est très simple. Le président du Conseil constitutionnel est socialiste. Le président de la Cour des comptes est socialiste, le président du Conseil d'État est socialiste, le président de la section du contentieux du Conseil d'État est socialiste, le président de la section de l'intérieur du Conseil d'État est socialiste. C'est ça. Et pire que le ça, garde des Sceaux. Il est même... Et le garde des Sceaux. Voilà. Et le garde des Sceaux, mais pire que ça, cher David, c'est que toute cette génération qui a la tête de cette institution viennent de la Mitterrandie. Bien sûr. Quand j'étais petit, ils existaient déjà. Je suis adulte, ils sont encore là. Et je pense qu'ils seront encore là après. Oui. Pour le Conseil d'État, la section du contentieux, la section de l'intérieur, c'est un peu la Mitterrandie et un peu l'Hollandie, si je puis dire. Mais l'hollandisme, c'est la Mitterrandie. Oui. Il a commencé chez Mitterrand. Absolument, oui, tout à fait. C'est fou, hein. On a encore les Jacques Lang, à qui on paye. Jacques Lang, l'Institut du monde arabe, qui est payé. Absolument, ça coûte très cher, l'Institut du monde arabe. Combien? J'ai plus le chiffre, je ne vais pas vous donner. J'ai donné pas mal de chiffres, mais celui-là, je ne l'ai pas complètement en tête, donc je ne vais pas vous le donner. À la base, le président de cet Institut du monde arabe, normalement, est bénévole, mais lui, il est payé. Ce qu'on peut conclure, c'est que finalement, c'est des générations de losers et de losers et de losers qui sont passés et qu'avec leur incompétence, ils sont en train de tous nous entraîner dans la faillite généralisée. Oui, alors, si vous voulez, quand vous regardez les débats politiques au cours des 30 ou 40 dernières années, les médias ont passé leur temps dans la manière dont le Front National à l'époque, le Rassemblement National aujourd'hui, a été marginalisé. Il y a eu deux discours. Il y a eu le discours de diabolisation. Mais il y avait au moins aussi important, peut-être davantage, le discours de la compétence. Ils ne sont pas compétents. Il faut élire les gens compétents. C'est pas ce qu'on leur demande. Hein. On leur demande même pas d'être compétents. On leur demande quoi? On leur demande juste d'être capable d'avoir des votes. On m'a dit une fois, j'ai été visiter l'Assemblée nationale, vous savez quel est le diplôme que vous devez avoir pour être député? Rien. L'élection.
Oui. Oui, mais ça, Vous avez une bonne tête, ça, vous allez. honnêtement, c'est pas l'argument parce que les gens qui ont été en gros à la tête des administrations, à la tête, ils sont tout à fait capés en termes de diplôme. C'est pas pour ça qu'ils ont bien géré. Le pays. Mais tiens, vous les connaissez, vous avez été haut fonctionnaire. Ça manque Vous d'exemples. êtes haut fonctionnaire, vous avez connu. J'ai été haut fonctionnaire. Vous avez été haut fonctionnaire. Oui. Vous avez connu toute cette génération. Oui. Est-ce qu'elle était capable, justement? Elle était techniquement capable. Voilà. Mais après, je vais prendre quelqu'un, tiens, qui a été préfet, qui s'occupait d'immigration, qui a essayé de faire un certain nombre de choses. Stefanini. Stefanini, c'est un homme compétent. Mais il était enserré dans un système juridique, médiatique, associatif, qui limitait sa capacité à agir. Parce que je crois que l'État profond en France, c'est l'État associatif, c'est l'État médiatique. C'est ça qui gouverne ça. Parce qu'à partir du moment où un homme politique se heurte à l'État associatif, à l'État médiatique, il est démoli. L'administration aussi. Et l'administration, oui, mais je pense que le milieu associatif est bien pire que le milieu administratif. En tout cas, merci à vous, chers messieurs, pour cet excellent débat. Jean-Yves Le Gallou, votre actualité, tiens, Polémia, j'imagine, déjà? L'actualité de Polémia, ça va être de mettre en ligne, j'invite à aller retrouver tout ce que nous avons édité, publié, dit, sur le site polémia.com, avec les textes écrits, les vidéos. Après, il y aura un livre. Comment on rejoint Polémia? On ne rejoint pas Polémia, on va sur le site Polémia pour voir ce que fait Polémia. Ok. Voilà. Immédiat aussi, et on peut soutenir Polémia par des dons parce que nous n'avons pas de subvention de l'État. Voilà. Et notre prochaine activité, c'est les Bombards qui auront lieu le 10 mars. Où ça? Salle Athènes Service, là aussi. D'accord. Donc dans le. Avant, c'était le Beau Théâtre et c'était. Oui, le Beau Théâtre, on n'a plus, voilà, c'est comme ça, parce que la gauche n'a pas voulu, donc on n'a plus le Beau Immédiat Théâtre. Aussi sur TVL. Immédiat toutes les semaines, à partir de 17h le jeudi, et toute la semaine, Immédiat, critique des médias. Voilà, on a consacré plusieurs immédiats à l'élection américaine et au traitement de l'élection américaine par les médias, ce qui est assez amusant, quoi. Merci beaucoup. Trump est presque aussi impopulaire dans les médias français que Poutine, c'est dit. Merci beaucoup, cher Jean-Yves. Pascal Mas, ton actualité. Alors, ce livre, on l'attend, ce livre. Oui, mais attends, il faut que je finisse de l'écrire. Là, alors là, je réagis encore beaucoup. Je suis sollicité, notamment en TVL. Je t'ai vu chez Jean Morandini, tiens. Oui, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était pas prévu. Oui, puis en plus, c'était assez gênant parce que je passais en dernier et tous les contributeurs précédents allaient dire ce que j'allais dire. Donc, à un moment, je me suis demandé si j'allais pas commenter la météo ou l'horoscope. D'accord. Mais finalement, comme ils avaient parlé que sur le fond, j'ai parlé sur la forme de l'élection de Donald. Et finalement, ça a eu pas mal de succès, je l'avoue. Bon, je suis toujours sollicité, ça fait même pas un mois, sur les prolongations du forum de Kazan. Du forum du sommet de Kazan, parce que j'en parlais hier encore avec Jacques Sapir, les décisions qui ont été prises engagent une partie de l'humanité pour des générations. C'est pas une petite rencontre entre copains qui boivent un coup et qui mangent des chachliks. C'était vraiment très important et il y a des décisions avec des conséquences immédiates. Par exemple, la Chine et l'Inde sont arrivés à un compromis pour démilitariser une zone dans laquelle ils étaient en conflit depuis plus de 20 ans. Et ça s'est passé la semaine dernière, les deux armées ont regagné leur côté. Donc c'est-à-dire qu'il y a les Russes disent toujours concretni. Bon là c'est du concret. C'est-à-dire que tu parles bien russe, hein. Concrète, c'est pas mal. Là t'as fait des progrès. Hein. Français, mais... Bravo. Oui. Bien on entend ça tout le temps. Je pensais que c'était plus compliqué. Non, mais c'est des mots français. Tu sais, il y a quand même il y a 20% du vocabulaire russe qui sont des mots français. Hein. Donc vas-y. Conclue. Je conclus. Donc évidemment, quand je fais des télévisions ou des radios, j'écris pas mon livre. Et puis donc, il va sortir à premier trimestre 2025, assurément. Merci à toi, cher Pascal. Frédéric, je suis très content de vous avoir connu. Tiens. Eh bien, écoutez, moi pareillement, je vous remercie de m'avoir reçu. Alors, moi, je continue avec mon petit bâton de pèlerin, modestement, à essayer d'ouvrir les yeux à mes concitoyens, mes compatriotes. Je pense que je serai là à peu près 3 mois. Hein.
Ah, bah donc on pourra vous inviter encore. Voilà, et donc Très bien. j'essaye d'ouvrir les yeux à mes compatriotes sur ce conflit russo-ukrainien, et puis j'anime quelques sites internet, quelques canaux internet dans lesquels j'essaye de secouer un petit peu la propagande française. Merci beaucoup, cher Frédéric. Et vous enfin, en prie. maître David Guyon, vous avez votre chaîne YouTube. Oui, David Guyon, avocat. Tous les lundis à 20h en direct, on parle de l'actualité sous un angle juridique et surtout on aide les citoyens à se réapproprier leurs droits pour prendre le contrôle de leur vie. Le prochain lundi, c'est avec qui? Lundi, avec Pierrick Thévenon, tous les lundis, on co-anime et on parlera du pass citoyen, sujet qui est quand même d'actualité. C'est quoi, c'est le pass citoyen? Le pass citoyen, c'est le fait qu'on va passer d'un système de liberté à un système de contrôle et de restriction. À la chinoise. C'est le sens de l'histoire. Chinois. Pierrick Thévenon, pompier, ancien pompier suspendu, qu'on salue évidemment. Merci à vous d'avoir été si nombreux, 4600 personnes en même temps. Adhérez au club Géopolitique Profonde, vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas. Il ne faut pas avoir peur, hein. La boutique, vous y allez. On peut même, je crois même, à travers la vidéo YouTube, hein, d'après ce que j'ai compris, à travers la vidéo YouTube, même cliquer dessus. On se retrouve demain matin. Il y a la matinale avec Raphaël Beslu et Nicolas Stocker. Et nous, on se retrouve demain soir, 19h, Thierry Casasnovas et Maître Divisio. Passez une excellente soirée et à demain. Allez, salut, ciao. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.